pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux raisons qui ont conduit Trump à imposer le cessez-le-feu à Netanyahou. Si le nom de Biden restera à jamais lié à la complicité avec le premier génocide télévisé de l'histoire de l'humanité, Trump, lui, débute son mandat par un cessez-le-feu à Gaza imposé à l'État sioniste en général et à Netanyahou en particulier. Ce n'est pas par une brusque compassion sur les injustices et les crimes subis par le peuple palestinien que s'explique la nouvelle position états-unienne. Ce n'est pas non plus une soudaine solidarité avec un peuple opprimé qu'exprime la nouvelle attitude de la Maison-Blanche. Il ne faut en conséquence pas attendre de la nouvelle administration états-unienne une mutation de ses objectifs globaux au Moyen-Orient, à savoir renforcer Israël comme gérant local des intérêts occidentaux dans la région, affaiblir voire balkaniser les États de la région pouvant faire obstacle à ce premier objectif, multiplier les obstacles et entraves aux coopérations économiques de la Chine et des pays de la région, et enfin renforcer l'isolement, l'encerclement et l'affaiblissement de l'Iran. Ce qui change, ce n'est donc pas le contenu et les objectifs de la stratégie globale états-unienne, mais son ordre de priorité. Ce changement des priorités a été annoncé à de multiples reprises par Donald Trump au cours de la campagne. À de nombreuses reprises au cours de celle-ci, il est revenu sur la nécessité de prendre comme axe central l'opposition par tous les moyens à la Chine, quitte pour cela à abandonner provisoirement ou reporter à une date ultérieure d'autres objectifs au Moyen-Orient ou en Ukraine par exemple. La nomination de Marco Rubio à la tête de la diplomatie états-unienne et ses premières déclarations confirment cette mutation des priorités. Intervenant le 16 janvier devant la Commission des Affaires étrangères, ce dernier n'hésite pas à qualifier la Chine d'adversaire le plus dangereux de toute l'histoire des États-Unis. Je cite, « La Chine est l'adversaire le plus puissant, le plus dangereux et le plus proche de son égal auquel cette nation n'ait jamais été confrontée dans son histoire. Elle est dotée d'éléments que l'Union soviétique n'a jamais possédés. » Fin de citation. Tirant le bilan des administrations précédentes, le nouveau chef de la diplomatie états-unienne le résume en les accusant de faiblesse et de concession envers la Chine. Les discussions au sein de la Commission des Affaires étrangères sont allées dans la même direction. Le sénateur républicain Jim Risch explique ainsi de la manière suivante la nécessité, selon lui, de s'opposer fermement à la Chine partout sur la planète. Je cite, « L'échec de l'administration sortante pour repousser l'agression de la Chine signifie que la Chine défie l'Amérique partout, de l'Afrique à notre hémisphère ouest. » Fin de citation. Un autre sénateur républicain, Rick Scott, appelle lui à une véritable croisade anticommuniste. Je cite, « Marc Rubio est un candidat exceptionnel pour diriger notre politique étrangère. Il travaillera avec le président Trump en vue de punir les régimes communistes pour leurs crimes. » Fin de citation. Marco Rubio, qui par ailleurs s'oppose totalement à une amélioration des relations avec Cuba, et qui défend la possibilité d'une intervention militaire en Iran, considère lors de cette intervention que l'opposition à la Chine ne doit connaître aucune limite, y compris le risque d'un affrontement armé. Il a ainsi défendu l'idée d'une vente massive d'armes à Taïwan. Je cite, « Nous devons montrer à Pékin que le prix à payer pour la Chine d'une invasion de Taïwan sera trop élevé. Le renforcement des moyens de défense de Taïwan est le seul moyen permettant d'éviter une intervention militaire cataclysmique. » Fin de citation. De tels propos constituent de véritables provocations et menaces, sachant que la Chine considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire, conformément à la résolution 2752 des Nations Unies du 25 octobre 1971. Ce n'est donc pas par prise en compte des injustices subies par le peuple palestinien que Trump a imposé un cessez-le-feu. Ce n'est pas non plus par souci pour les peuples russes et ukrainiens qu'il fait pression sur Zelensky pour trouver un accord mettant fin à la guerre. Ce sont les mutations du rapport des forces mondiales qui conduisent le président des États-Unis à privilégier un front principal, la Chine, quitte pour ce faire à abandonner momentanément des fronts qu'il estime secondaires et dépendants du premier. Ces mutations ont comme premier nom celui de la défaite occidentale en Ukraine. Malgré l'ampleur des sanctions économiques contre la Russie, et en dépit de l'aide financière et militaire colossale à l'Ukraine, la situation militaire sur le terrain est de plus en plus favorable à Moscou. L'espoir d'un retournement de l'opinion publique russe contre Poutine, du fait du coût de la guerre, est aujourd'hui entièrement abandonné. Le rêve d'un isolement international de la Russie s'avère tout autant irréaliste. La situation est tout aussi lamentable pour les États-Unis à Taïwan. Les menaces multiples contre la Chine lors du vote de la loi d'autorisation de défense nationale fin 2022
ont reçu une réponse chinoise aussi brève que cinglante de Mao Ning, la porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères, le 9 décembre 2022. Je cite « Nous sommes fermement opposés à ce que les États-Unis utilisent la loi d'autorisation de la défense nationale pour faire passer des contenus négatifs liés à la Chine. Taïwan appartient à la Chine. La question de Taïwan est une affaire purement interne à la Chine. La partie américaine devrait respecter le principe d'une seule Chine que reconnaît les Nations Unies. Cesser de jouer la carte de Taïwan, cesser d'utiliser Taïwan pour contenir la Chine et cesser les contacts militaires avec Taïwan afin de ne pas nuire davantage aux relations sino-américaines. » Fin de citation. Si nous ajoutons à ces deux défaites la poursuite de l'approfondissement de la dynamique économique des BRICS, nous pouvons comprendre le changement de priorité de Donald Trump et derrière lui du capital financier états-unien. Ce changement global de priorité signifie-t-il que le Moyen-Orient en général et la Palestine en particulier seront le lieu d'un apaisement ? Il faudrait être naïf pour le croire. En effet, l'affrontement avec la Chine se joue aussi dans cette région. La déstabilisation de l'Iran, qui est toujours à l'agenda états-unien, est à la fois un outil de renforcement de l'outil de l'hégémonisme états-unien dans la région, qu'est Israël, la disparition du dernier verrou pour restructurer l'ensemble du Moyen-Orient dans le sens des intérêts occidentaux et pour confisquer à la Chine l'accès à une région essentielle pour son projet des nouvelles routes de la soie. Si personne aujourd'hui ne peut sérieusement prédire les formes et les étapes de l'affrontement dangereux que préparent les États-Unis avec la Chine, un regard sur les intérêts des États-Unis permet en revanche d'anticiper pour la région une politique états-unienne de renforcement d'Israël, des tentatives de déstabilisation de l'Iran et des pressions sur tous les États de la région pour qu'ils se distancient du partenaire économique chinois. Comme en 2024, l'impérialisme et l'hégémonisme annoncent une année 2025 de guerre et de souffrance pour les peuples de la région. La résistance qu'a démontré le peuple palestinien au cours de cette année meurtrière annonce également, selon nous, une année 2025 de résistance. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.